Mon mari de 25 ans était l'un des chirurgiens les plus respectés de cette ville. Il sauvait des vies pour gagner sa vie et passait 2 décennies à voler la mienne. Quand il est mort, son avocat m'a tendu un document falsifié, conçu pour transférer tout ce que nous avions construit ensemble vers une société écran qu'ils possédaient tous les deux. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'avant de devenir la femme d'un chirurgien, j'ai passé 30 ans au sein de la police judiciaire à identifier exactement ce genre de fraude. Et ce que l'avocat de mon mari ne savait pas quand il m'a souri de l'autre côté de ce bureau, c'est que j'avais déjà passé 12 mois dans sa tête et j'avais les preuves pour démontrer chaque chose qu'il pensait avoir cachée. Bienvenue sur Secret Confessions, True Stories. Si vous aimez les histoires où des hommes arrogants construisent leur propre cage, appuyez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment mon mari a acheté son propre billet pour la prison et comment son avocat est entré directement dans le piège de la salle d'audience que je construisais depuis plus d'1 an. Le gala du 25e anniversaire était mon idée. C'est le détail qui me donne encore une pause, même maintenant, parce qu'il y a quelque chose de particulièrement acéré dans l'ironie. Que j'avais organisé le lieu, sélectionné les fleurs, arrangé la restauration, rédigé le texte des invitations, géré les RSVP, coordonné avec le personnel du lieu et préparé les remarques que mon mari prononcerait, tout pour un événement célébrant un mariage que je découvrirais, 3 mois plus tard, avoir été quelque chose d'autre que ce que je croyais pour la majeure partie de sa durée. J'étais douée pour organiser les choses. C'est ce que 25 ans en tant que femme de chirurgien avaient fait de moi, parmi d'autres choses. Quelqu'un qui comprenait comment faire fonctionner des opérations complexes sans accroc, qui pouvait tenir 12 variables en tête simultanément et livrer un résultat sans faille qui donnait à tout le monde dans la salle l'impression que tout avait été sans effort. Le gala était sans effort. 300 personnes dans une salle de bal qui brillait, mon mari magnétique en son centre, sa main dans le bas de mon dos pendant les toasts, sa voix chaleureuse quand il me remerciait publiquement d'être la fondation de tout ce qu'il avait construit. J'ai pensé à ce discours de nombreuses fois depuis, aux mots spécifiques qu'il avait choisis. Fondation, tout. J'avais été, dans un sens très littéral, les deux. L'infrastructure organisationnelle de notre foyer, la gestionnaire de notre calendrier social, la personne qui faisait que les dîners se passaient et que les événements scolaires des enfants se passaient et que les engagements caritatifs se passaient, qui maintenait son profil public dans la forme qu'il devait avoir. J'avais fait tout ça tout en étant aussi, bien que je n'en parlais pas souvent dans nos cercles sociaux, une personne avec sa propre histoire professionnelle, sa propre expertise, ses propres 30 ans d'une carrière qui s'était terminée quand nous avions déménagé pour son fellowship et que j'avais mise de côté avec le pragmatisme particulier de quelqu'un qui a décidé que le travail d'une personne est pour l'instant le plus important. Le pour l'instant avait duré 25 ans. Quand il est mort, soudainement, ce que je ne détaillerai pas parce que les spécificités médicales ne sont pas le sujet de cette histoire, j'avais 61 ans et je n'avais pas utilisé ma formation professionnelle en capacité formelle depuis plus de 2 décennies. J'avais maintenu mes certifications à jour. C'est une habitude formée à la police judiciaire, où vous comprenez que les accréditations ne valent que leur entretien, et je les avais renouvelées à chaque période requise, sans vraiment savoir pourquoi. Peut-être parce qu'une partie de moi comprenait que la carrière que j'avais mise de côté était quelque chose dont j'aurais peut-être à nouveau besoin. Je ne savais pas, dans les semaines qui ont immédiatement suivi sa mort, que j'en aurais besoin aussitôt ou aussi urgemment. Ces semaines étaient ce à quoi ressemble le deuil de l'intérieur, qui n'est pas la tristesse composée qui apparaît dans les films, mais quelque chose de plus chaotique et de plus physique. L'épuisement qui arrive avec la perte, les suites administratives d'un décès, la désorientation particulière de quelqu'un dont la structure quotidienne a été organisée autour d'une personne qui n'est plus là. Je n'étais pas à mon niveau analytique le plus élevé. Je survivais. La réunion avec l'avocat a été arrangée pour 6 semaines après les funérailles. Son nom était Édouard Varneau.
un nom qui lui convenait de la façon des choses soigneusement construites pour communiquer une certaine autorité. Il avait 50 ans, habillé de façon coûteuse, à la manière de quelqu'un qui considère le coût visible comme une accréditation professionnelle, et il m'a reçu dans un bureau conçu pour vous faire sentir que vous étiez en présence de quelqu'un qui gérait des choses importantes. Ce qui veut dire qu'il vous faisait vous sentir légèrement plus petite qu'en entrant. Il exprima ses condoléances de la façon pratiquée de quelqu'un qui les a exprimées de nombreuses fois et a développé une manière efficace de le faire. Il offrit du café. Il arrangea les documents sur son bureau avec le séquençage soigneux de quelqu'un qui a fait ça avant et sait dans quel ordre produire l'effet optimal. Il me dit que mon mari avait, quelques mois avant sa mort, révisé les arrangements financiers relatifs à nos actifs. Il dit ça dans le ton fluide et explicatif de quelqu'un qui présente une réalité malheureuse, mais réglée, à une personne qui va la trouver difficile et qui a besoin d'être gérée soigneusement. Les arrangements révisés, expliqua-t-il, transféraient les actifs immobiliers principaux, notre maison, la maison de vacances à la montagne, le portefeuille d'investissement, à une entité appelée Apex Holdings, en règlement d'une dette commerciale de longue date. Il y avait d'autres dispositions, modestes, qui me laissaient assez pour être à l'aise, dit-il, dans des circonstances plus modestes. Il dit des circonstances plus modestes avec une sympathie soigneuse particulière, qui était pire, dans un sens, que s'il l'avait dit franchement. Il se pencha au-dessus du bureau de la façon de quelqu'un qui se positionne légèrement au-dessus de la conversation et me dit que la loi était ce qu'elle était et que ces processus pouvaient être difficiles à naviguer seuls, et qu'il serait heureux de m'aider dans la transition, y compris, si j'en avais besoin, avec la question du déménagement depuis la propriété. Il me dit qu'il m'aiderait à faire mes valises. Il dit ça avec le sourire de quelqu'un qui a déjà décidé comment ça se termine. Je regardais les documents qu'il avait placés devant moi. Je veux vous dire ce qui s'est passé dans ce moment, parce que je pense que c'est important. J'étais en deuil depuis 6 semaines. Je n'étais pas à la pointe de ma capacité professionnelle. Et pourtant, certaines choses, une fois entraînées dans le corps, ne nécessitent pas que l'esprit soit entièrement présent. Elles s'activent simplement, comme un réflexe s'active, parce que le stimulus est là et la réponse est établie. Je regardais les documents et je vis les signatures, et quelque chose en moi, qui dormait depuis 20 ans, se réveilla et commença à faire son travail. La pression du stylo était incorrecte. Mon mari avait une signature caractéristique, lourde, décisive, la marque de quelqu'un qui avait signé un nombre énorme de documents au cours d'une carrière médicale et avait développé une certitude physique particulière dans l'acte. Sa signature était plus légère de la façon spécifique qui indique une main différente, une main qui est prudente plutôt qu'automatique, une main qui pense à ce qu'elle produit plutôt que de le produire à partir de la mémoire musculaire. L'inclinaison était incorrecte. Pas dramatiquement. Quiconque avait fait ça avait été soigneux, avait clairement étudié sa signature, avait produit quelque chose qui passerait l'examen ordinaire. Mais il y avait une compensation vers la droite que sa main naturelle ne faisait pas, le signe d'un contrôle délibéré plutôt que d'un mouvement habituel. Je vis ces choses en peut-être 5 secondes. En ces 5 secondes, je sus avec 30 ans de certitude professionnelle que les documents devant moi étaient falsifiés. Je ne dis rien. Je remerciai Édouard Varneau de son temps. Je dis que j'aurais besoin d'un peu de temps pour tout traiter. Je pris les copies qu'il avait fournies. Je lui serrai la main. Je partis. Je rentrai chez moi et m'assis dans la voiture dans l'allée un moment, et je me laissai ressentir ce qui se trouvait sous l'activation professionnelle, qui était une chose très grande et compliquée. Parce que savoir que les documents étaient falsifiés ne simplifiait pas la situation. Elle la multipliait. Cela signifiait que mon mari, ou quelqu'un agissant avec la connaissance de nos affaires, avait planifié ça. Cela signifiait que le mariage que je portais en deuil n'était pas entièrement le mariage que je croyais avoir vécu.
Cela signifiait que le deuil avait maintenant une nouvelle couche, qui n'était pas seulement la perte, mais la trahison. Et les deux ne se portent pas en deuil au même rythme ni de la même façon. Et avoir les deux simultanément est son propre genre particulier de dommage. J'entrai dans la maison. J'allai au bureau. Je récupérai mon équipement forensique de l'armoire où je l'avais gardé, entretenu et à jour, pendant 20 ans de ne pas en avoir besoin. Les loupes grossissantes, le panneau lumineux, le microscope numérique. Je les installai sur le bureau et je demandais, par un message poliment formulé au bureau de Varno, les documents originaux pour mes dossiers personnels. Une demande sentimentale, dis-je. Le désir d'avoir quelque chose avec la signature de mon mari. Il les envoya sans apparente préoccupation, ce qui me dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur sa confiance. Je passai 3 jours avec ces documents. Ce que je trouvais confirma et élabora ce que j'avais vu en 5 secondes de l'autre côté de son bureau. La chimie de l'encre sous lumière rasante montrait les modèles de fluorescence spécifiques de 2 instruments différents, signifiant que les signatures n'avaient pas été produites avec le stylo habituel de mon mari, mais avec autre chose, quelque chose choisi pour correspondre à l'apparence visuelle sans correspondre à la signature chimique. La vélocité des traits était incorrecte de la façon dont le traçage guidé l'est toujours. La régularité mécanique de quelqu'un qui suit un chemin prédéterminé, plutôt que de générer du mouvement à partir de décennies de répétition. Les marques d'hésitation étaient présentes aux jonctions critiques, des dépôts d'encre microscopiques qui enregistrent la pose d'une main qui pense plutôt que qui coule. Et puis je commençai à enquêter sur Apex Holdings. Cela prit plus longtemps et nécessita des compétences différentes, mais les compétences étaient adjacentes à celles que j'avais passé 30 ans à développer. Apex Holdings était une société écran, constituée par des intermédiaires dans une juridiction choisie pour ses exigences de divulgation. Elle avait été créée 14 mois avant la mort de mon mari. Sa propriété effective, retracée à travers 2 entités intermédiaires, se résolvait à 2 noms, Édouard Varno et un homme nommé Philip Crane, qui avait exercé, je découvris, comme juge au tribunal de district pendant 9 ans avant sa retraite 3 ans plus tôt. Un avocat et un ancien juge. Ils avaient construit quelque chose ensemble, et la succession de mon mari n'était pas la première fois qu'il l'utilisait. Je ne passais pas directement à l'action légale. C'est la décision sur laquelle je veux m'attarder, parce que c'est celle que les gens trouvent la plus surprenante quand je raconte cette histoire. J'avais les preuves forensiques de la falsification. J'avais la piste documentaire reliant Varno et Crane à Apex Holdings. Ce que je n'avais pas, c'était le tableau complet de la profondeur de l'opération. Combien de fois elle avait été utilisée? Et s'il y avait d'autres victimes qui pourraient corroborer un schéma. Un seul cas de falsification peut être défendu comme une erreur. Un schéma est d'autre chose. Alors, je construisis le schéma. Et je le fis de l'intérieur. Le profil que je créai n'était pas élaboré. C'est en fait le premier principe d'une tromperie efficace. La complexité crée de l'incohérence, et l'incohérence crée du doute. Je construisis une identité simple. Une femme récemment veuve et fortunée, quelque part dans la mi-cinquantaine, se réinstallant dans la ville après avoir réglé la succession de son défunt mari, cherchant des conseils juridiques concernant des actifs importants. J'utilisais une photographie qui n'était pas moi. J'utilisais une adresse e-mail et un numéro de téléphone qui ne pouvait pas m'être retracé directement. Et je pris contact avec le bureau de Varno en qualité de cliente prospective. Ce qui suivit pendant les 11 mois suivants était l'une des expériences professionnelles les plus absorbantes de ma carrière, bien que ma carrière ait officiellement pris fin 20 ans plus tôt. Varno était attentif à la nouvelle cliente de façon qui était instructive. L'attention particulière de quelqu'un qui a identifié une cible et gère l'approche. Il était chaleureux, patient, disponible.
Il posait des questions soigneuses sur la nature de mes actifs, la structure de la succession de mon défunt mari, le degré auquel j'avais été impliquée dans la gestion de nos affaires financières. Il évaluait, avec l'œil pratiqué de quelqu'un qui a fait ça avant, combien je savais et combien pouvait être déplacé sans que je comprenne ce qui se passait. Sur 11 mois, à travers le personnage qu'il croyait être une veuve aisée vulnérable, je le regardais transférer des actifs en petits montants, de petits mouvements d'abord, l'approche standard de quelqu'un qui établit la confiance tout en calibrant le risque. Je documentais chacun. Je le regardais référencer des propriétés, des comptes, la structure d'Apex Holdings dans des conversations qu'il croyait avoir avec quelqu'un qui manquait de la sophistication financière pour comprendre ce qu'on lui disait. Je documentais cela aussi. Je construisis un dossier qui était, à la fin des 11 mois, l'un des enregistrements les plus complets d'une opération de fraude systématique que j'avais assemblée dans ma carrière. Je construisais ce dossier pendant que Varno gérait simultanément la pression légale sur mon identité réelle. Les avis d'expulsion arrivaient selon un calendrier prévisible, formel, escaladant, chacun plus pointu sur le délai par lequel j'étais censé quitter la propriété. Il appelait des amis communs. Il se présentait comme gérant. À contre-cœur, une situation difficile, impliquant une femme qui ne gérait pas bien ses circonstances. Il avait la confiance particulière de quelqu'un qui a fait ça avant et croit que la machinerie en est sous contrôle. Il ne contrôlait pas tout. Je déposai le recours légal contre les documents successoraux par l'intermédiaire d'une autre avocate, une dont le lien avec moi n'était pas visible pour Varno dans aucune de ses recherches préalables. Le recours était étroit et spécifique. Une contestation formelle de l'authenticité des signatures sur les documents de transfert d'actifs, déposée avec une demande d'accompagnement pour un examen forensique. La réponse de Varno était exactement ce que j'avais attendu. Confiante, dismissive, encadrée autour de la veuve éplorée qui refusait d'accepter une réalité légale difficile. Il voulait me voir en cours. Je le voulais là aussi. L'audience était un mardi de novembre. J'arrivais tôt et le regardais depuis la galerie. L'aisance d'un homme dans une salle qu'il considère comme la sienne. Il parla avec le greffier de la cour, avec la familiarité désinvolte d'un habitué. Il arrangea ses matériaux avec la confiance désinvolte de quelqu'un qui a déjà décidé comment la matinée se termine. Il m'aperçut une fois et son expression ne contenait aucune inquiétude, ce qui était la dernière version de cette expression que je verrais sur son visage. Sa présentation du cas était techniquement compétente. Il avait clairement anticipé chaque ligne de contestation qu'un profane pourrait soulever et avait préparé des réponses pour chacune. Il peignit la situation avec le vocabulaire de la sympathie et du pragmatisme. Une réalité financière difficile, correctement documentée, résistée par une veuve qui luttait de façon compréhensible pour l'accepter. Il était persuasif de la façon de quelqu'un qui a persuadé des salles auparavant et fait confiance à la performance. Quand ce fut mon tour, je pris la barre. Son contre-interrogatoire était conçu pour établir l'incompétence. Il utilisa la terminologie bancaire avec la densité délibérée de quelqu'un qui fait de la complexité une arme. Il posa des questions structurées pour exposer les limites de ma compréhension financière. Il était patient, de la façon de quelqu'un qui gère une conclusion préordonnée et a simplement besoin d'exécuter les étapes dans le bon ordre. Je le laissai finir. Et puis je demandai au juge si je pouvais établir mon parcours professionnel pour le dossier, car il était pertinent pour le témoignage que j'allais donner. Le juge accorda la demande. Je listai mes qualifications. 30 ans au sein de la police judiciaire fédérale comme examinatrice de documents forensiques et analyste en écriture manuscrite. Certification maintenue continuellement jusqu'à l'année en cours. Qualification comme témoin expert dans les tribunaux dans plusieurs juridictions. Témoignage expert fourni dans plus de 300 affaires. Je regardais le visage de Varno pendant que je disais ces choses. La performance de confiance qu'il maintenait nécessitait un ensemble spécifique d'hypothèses sur qui j'étais, et chaque qualification que je nommais en supprimait une.
et ce qui les remplaçait n'était pas immédiatement visible sur son visage, mais lisible sous la surface contrôlée si vous saviez quoi chercher. Je savais quoi chercher. J'avais apporté mon équipement. La cour permit le projecteur numérique. L'image qui apparut sur le mur était la signature de mon mari sur les documents contestés, magnifiée 1000 fois. Les dépôts d'encre individuels visibles comme des caractéristiques de paysage. Chaque enregistrement physique de chaque mouvement du stylo, conservé en résolution scientifique complète. J'ai guidé la cour à travers l'analyse. Je n'éditorialisais pas. Je présentais les conclusions et expliquais leur signification probatoire de la manière précise et méthodique de quelqu'un qui a fait ça dans des procédures fédérales de nombreuses fois et comprend que les preuves sont persuasives sans assistance de son ton. Les marques d'hésitation et ce qu'elles indiquent sur une main qui copie plutôt que signe de mémoire. La distribution de pression dans les traits descendants et comment elle diffère des modèles de pression dans les signatures authentifiées de mon mari sur des documents de la décennie précédente. L'analyse de vélocité des traits et la régularité mécanique spécifique qui distingue le traçage guidé de l'écriture authentique. Je montrai les échantillons de comparaison. Je montrai l'analyse de fluorescence. Je montrai la décomposition trait par trait qui démontrait non seulement que la signature était falsifiée, mais comment elle avait été falsifiée, par quelle méthodologie, avec quel type d'instrument, dans quelle séquence approximative. Et puis, j'introduisis la documentation sur Apex Holdings, les registres d'entreprise, la divulgation du bénéficiaire effectif, qui se résolvait, à travers les entités intermédiaires, à Édouard Varneau et Philippe Crane. Les enregistrements de transactions que j'avais collectés au cours de 11 mois à travers l'opération du faux profil, que j'expliquais à la cour en entier, y compris les conversations spécifiques dans lesquelles Varneau avait référencé la structure d'Apex Holdings dans le contexte de ce qu'il croyait être les actifs d'une nouvelle cliente. L'enregistrement de ces conversations était la pièce finale. J'avais divulgué son existence à mon avocate à l'avance. Il était admissible. Je jouais les passages pertinents. La salle d'audience avait la qualité d'une pièce où un grand nombre de personnes ont simultanément compris quelque chose d'irréversible. Varneau avait cessé d'écrire quelque temps avant que je finisse. Il était assis avec l'immobilité de quelqu'un dont les calculs ont tout résolu à la même réponse. Et la réponse ne laisse rien à faire. Sa couleur avait changé, de la façon dont la couleur change quand le soutien physiologique pour le sang-froid est retiré. Il avait l'air de ce qu'il était, à savoir, un homme qui avait construit une opération sur l'hypothèse que les personnes qu'il ciblait ne comprendraient pas ce qui leur était fait, confronté aux preuves que l'une d'elles l'avait compris plutôt précisément. Crane était dans la galerie. Il était venu, je suppose, parce qu'il croyait que ce serait une conclusion de routine à une opération de routine. Il fut arrêté là où il était assis. Varneau fut arrêté à la table de la défense, dans la version particulière de l'immobilité qui n'est pas la dignité, mais son absence. L'immobilité de quelqu'un qui n'a plus de mouvement. Les charges qui suivirent étaient substantielles. Falsification, fraude, complot criminel. Et dans le cas de Crane, le poids supplémentaire d'avoir utilisé son ancienne position judiciaire pour faciliter l'opération dans au moins 2 instances antérieures que l'enquête fédérale subséquente identifia. Les 2 furent condamnés. Les 2 reçurent des peines qui occuperont le reste de leurs années professionnellement actives. La propriété fut restituée. Les documents de transfert d'actifs furent annulés. La succession fut administrée correctement, sous la supervision d'un avocat nommé par la Cour, et me revint sans les complications que Varneau avait prévues. On m'a demandé, depuis tout ça, si je souhaite que les choses aient été différentes. Si je souhaite ne pas avoir eu à passer 11 mois dans une tromperie pour documenter ce qui m'avait été fait. La réponse honnête est que ça donne l'impression d'être complet. Ce qui n'est pas la même chose que se sentir mieux. Mon mari est mort et je l'ai porté en deuil.
Le mariage était aussi quelque chose d'autre que ce que je croyais, pour des parties de sa durée. Et j'ai porté ça en deuil aussi, ce qui est son propre genre de perte et prend son propre temps. Ces choses ne se résolvent pas à cause des résultats de la salle d'audience. Elles se résolvent, lentement et imparfaitement, par le passage ordinaire du temps. Ce que le résultat de la salle d'audience m'a donné n'était pas du réconfort, mais de la précision. Le dossier reflète ce qui s'est réellement passé. Les personnes qui ont organisé la falsification sont en prison. La propriété construite sur 25 ans d'une vie partagée est à mon nom, là où elle appartient. Ce sont des faits maintenant, et les faits, dans mon expérience, ne sont pas une petite chose. Ils sont la chose sur laquelle tout le reste doit être construit, et sans eux, le bâtiment ne tient pas. La vérité, comme je l'ai dit à la cour ce mardi de novembre, laisse toujours une marque. Vous ne pouvez pas déplacer un stylo sur du papier sans laisser derrière vous l'enregistrement physique de la façon dont vous l'avez déplacé. Vous ne pouvez pas construire une tromperie sans laisser derrière vous les preuves de la construction. Vous avez seulement besoin de la formation pour trouver ce qui est là, et de la patience pour le chercher, même quand le chercher est la dernière chose que vous vous attendiez à faire de votre 61e année. Je l'ai trouvé. Je l'ai suivi là où il menait. J'ai apporté mon projecteur, ma documentation et 30 ans de savoir exactement ce que je regardais. Et la marque que la falsification a laissée derrière elle a envoyé 2 hommes en prison et m'a rendu ma maison. Merci d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, laissez un commentaire. Je lis chacun d'entre eux. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vous retrouve à la prochaine confession.